Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence du Cercle Pouchkine, la dernière de l'année 2017. Nous avons le plaisir ce soir d'inviter Renaud Girard, fameux reporter de guerre depuis plus de 30 ans, notamment pour le journal Le Figaro. Vous êtes diplômé de l'ENS, énarque. Vous avez eu l'occasion de couvrir la quasi-totalité des conflits géopolitiques et conflits de guerre dans le monde depuis plus de 30 ans. Afghanistan, Syrie, Ukraine et bien d'autres. Vous êtes également expert en géopolitique et essayiste, notamment votre dernier ouvrage « Quelle diplomatie pour la France ? Prendre les réalités comme elles sont », qui sont en adéquation avec notre thème de ce soir, qui est « L'idéologie néoconservatrice et la politique étrangère française ». Merci, je vous laisse pour la suite. Bien, écoutez, je suis très heureux d'être ici. J'ai vu que ce cercle Pouchkine, qui portait un très beau nom, milite pour le rapprochement entre la Russie et la France. Je suis également favorable à ce rapprochement. Je l'ai écrit dans mes chroniques du mardi. Tous les mardis, je fais la chronique internationale du Figaro. Je milite pour le rapprochement entre la Russie et la France. Et je pense que la Russie n'est pas hostile à ce rapprochement, puisque lorsqu'il était passé en France à la fin du mois de mai dernier, Vladimir Poutine m'avait reçu au centre culturel russe pendant 1 heure, et on avait discuté assez longtemps, en profondeur, et j'avais senti qu'il était important que les deux pays puissent se réunir. Et je fais la même analyse que faisait le général de Gaulle sur les rapports avec la Russie, c'est-à-dire que quand la Russie et la France se sont éloignées l'une de l'autre, eh bien, ça a été mauvais pour l'une et pour l'autre. En revanche, le lieutenant de Gaulle le savait bien, puisqu'il se battait au feu à la tête d'une section puis d'une compagnie face à l'offensive foudroyante allemande d'août-septembre de 1914. Il a su il a compris que l'alliance de revers, qui avait obligé l'état-major allemand à prélever quelques divisions pour les envoyer sur le front russe, cette alliance de revers avait sauvé Paris et avait sauvé la France d'une défaite. Je vous recommande d'ailleurs, j'ai chroniqué ce matin dans le Figaro littéraire, l'excellent livre de Hélène Carrère d'Encausse sur De Gaulle et la Russie, qui vient de sortir. Donc je suis très heureux d'être ici. Et évidemment que la France et la Russie ont des points de vue différents sur beaucoup de questions, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se rapprocher. C'est ce qu'avait compris Sadi Carnot en 1894. C'est ce que n'avait pas compris, hélas, Laval en 1935. Et donc cette alliance de revers nous a sérieusement fait des défauts en 1940, en mai 40. C'est ce qu'avait compris De Gaulle, qui, par son grand voyage de 66, va faire une politique de coopération avec la Russie extrêmement approfondie. Il ne disait pas l'Union soviétique, il disait la Russie, et qui finalement, il a été critiqué, puisqu'il y a eu l'affaire de Prague en 68, etc. Mais si vous regardez le long terme, si vous regardez l'histoire longue, en fait, vous apercevez que l'idée d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est une idée très forte, et c'est d'ailleurs ce qui va finir par se passer. Alors, revenons à notre sujet, une fois que j'ai fait l'éloge du cercle Pouchkine. Notre sujet, on m'a demandé de traiter l'idéologie néoconservatrice
et la politique étrangère de la France. Alors qu'est-ce que c'est que l'idéologie néoconservatrice? C'est une idéologie qui est née aux États-Unis, qui est née d'ailleurs à gauche, qui est née avec le sénateur Jackson, qui était démocrate, mais qui ensuite a été portée par des hommes, qui étaient d'abord des intellectuels qui étaient démocrates, mais qui sont devenus ensuite républicains. Robert Kaplan, Bill Kristol, Paul Wolfowitz, Richard Pearl, etc., et qui ont réussi à convaincre le président Bush et son vice-président Dick Cheney de les rallier à leur cause néoconservatrice. Alors c'est quoi? C'est une digestion, à mon avis, pas tout à fait complète de l'œuvre de Léo Strauss. Vous savez, Léo Strauss c'était un disciple de Schmitt, mais qui a dû partir puisqu'il était juif d'Allemagne en 1933, mais qui a toujours correspondu avec Schmitt, même après la guerre, et qui est le grand défenseur de la justice. Et alors que Schmitt est bien sûr le défenseur de l'État. Alors pour les néoconservateurs, la politique étrangère, ce qui est important à la politique étrangère, c'est pas la paix. Alors que pour les Metternichiens, pour les réalistes, ceux qui ont fait la paix de Vienne de 1815, qui va quand même durer jusqu'en 1914, pour les Kissingeriens, lui-même Kissinger a beaucoup étudié évidemment la paix de Westphalie de 1648, puisqu'on a fait sa thèse dessus, mais les équilibres nécessaires entre puissances pour assurer la paix, eh bien, les néoconservateurs estiment que la justice, la démocratie, leurs propres valeurs sont supérieures à la paix. Ils doivent donc être répandues, si besoin est, par la force. Alors, si on peut la répandre naturellement, tant mieux, mais s'il faut utiliser la force, eh bien, on est prêt à le faire. Donc, c'est un peu ça, l'idéologie néoconservatrice. Et alors, c'est né avec l'irruption de la morale dans la politique étrangère. Alors, un petit peu avec Reagan, vous savez, qui avait parlé d'empire du mal. Le mal, le bien. Alors, avant, dans les années 50, Truman faisait une politique de containment contre l'Union soviétique, mais il n'employait pas ces termes moraux. Alors, il prenait des termes politiques, le totalitarisme, l'absence de liberté, le rideau de fer, mais ce n'étaient pas des notions morales, le bien contre le mal. Et Reagan a employé cette expression, et en fait, les néoconservateurs qui vont venir après, donc ils vont convaincre W. Bush de leur politique, pas le père de Bush, pas H. Bush, parce que H. Bush est un kissingerien. H. Bush est, donc le Bush 41, le premier Bush, il est metternichien. Lorsque il peut envahir l'Irak en 91 après avoir libéré le Koweït, il se pose la question: faut-il que j'envahisse l'Irak, alors si on est néoconservateur, pour y installer quoi? La démocratie et la justice. Et là, ils se sont réunis autour d'une table, et l'un des convives, il y avait Colin Powell, il y avait le secrétaire d'État, et il y avait le chef de la sécurité nationale, Ben Scowcroft, qui m'a raconté la scène lui-même. Et ils se sont dit, en fait, l'Irak, il y a des Kurdes, des sunnites, des chiites, c'est pas une population homogène, on ne sait pas très bien faire ça. Et puis, la deuxième raison, dans cette petite réunion qu'ils ont dit, et quand même, il y a l'Iran. On a besoin d'un équilibre face à l'Iran. Donc, on ne va pas aller à Bagdad faire sauter
Saddam Hussein. C'est une décision qui a été prise tout à fait conscience en réunion dans le bureau ovale. Ça, c'est H. Bush. Mais comme vous le savez, W. Bush n'était pas du tout du même avis que son père, et d'ailleurs ne le consultait pas. Un journaliste lui avait demandé, mais Monsieur le Président, vous partez à la guerre contre l'Irak, avez-vous consulté votre père? Après tout, c'était pas normal, parce que son père avait été président, son père avait fait déjà une guerre contre l'Irak, il avait vaincu avec une très grande coalition dans le monde arabe, y compris la Syrie, n'est-ce pas, qui était aux côtés des États-Unis dans cette coalition de 1991. Donc il n'aurait pas été bizarre que fils Bush consulte père Bush. Il a répondu aux journalistes, c'est Bob Woodward qui l'a écrit dans un livre, il a répondu aux journalistes, vous voulez dire, est-ce que j'ai consulté mon père? Mais pourquoi consulter mon père? Oui, j'ai consulté notre père à tous. Parce qu'évidemment, W. Bush parlait, comme vous le savez, à Dieu le matin et le soir. Donc cette idéologie conservatrice, néoconservatrice, je crois que j'espère que vous l'avez bien comprise, cette idée de faire le bien, c'est-à-dire d'exporter ses propres valeurs, du bien, de la Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem que représente l'Amérique, la nouvelle Jérusalem morale, c'est ça le néoconservatisme. Alors c'est une idéologie qui n'est pas inscrite dans les gènes de la politique étrangère française. Parce qu'évidemment, la politique étrangère française, je parle de la politique étrangère indépendante. Je ne parle pas d'une politique étrangère où on fait une expédition militaire à Suez, qu'on gagne, et quand quelqu'un claque du doigt, on se retire. Ça, c'est pas une politique étrangère indépendante. Je parle bien sûr de l'expédition franco-anglaise de 1956 à Suez, que les Américains ont fait échouer en faisant pression sur les Anglais pour que nous nous retirions, alors que l'affaire, il s'agissait de combattre un dictateur arabe, Nasser, qui était tout aussi dictateur que Saddam Hussein, mais qui, lui, avait vraiment violé le droit international. Je parle de Nasser. Puisqu'il y avait un traité international sur la zone du canal. La politique étrangère de la France, évidemment, revient quand le général de Gaulle revient aux affaires en 1958. Et à ce moment-là, il précise bien dans une conférence de presse de 1959 ce qu'est la politique étrangère de la France. La France, bien sûr, a des alliés, et d'ailleurs dans la crise de Berlin de 1959, et puis même dans celle de 1961, et dans la crise des missiles de 1962, il va être le premier à être aux côtés des Américains et à les soutenir, et même à leur reprocher de ne pas être assez dur dans la crise de 1959 et de 1961 sur Berlin. Mais il dit à un journaliste, non, monsieur, la France n'a pas d'amis en politique étrangère, elle n'a que des intérêts. Et le deuxième gène important qui a créé la chimie gaulliste dans la politique étrangère française, c'est évidemment que en politique étrangère, on doit... C'est pas une politique des émotions, c'est pas une politique des affections. C'est une politique où il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que De Gaulle décide, avant tout le monde, de reconnaître la Chine communiste en 1964. C'est un régime qu'il n'aimait pas particulièrement. C'était le début de la révolution culturelle. Mais il avait dit, que voulez-vous? Il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Mao Tse-tung représente la Chine éternelle. Et ça va durer. Et il a été ensuite imité par tous les autres. Alors, cette idéologie
quand est-ce qu'elle commence, cette idéologie néoconservatrice, quand est-ce qu'elle commence à envahir subrepticement la politique étrangère, et notamment ce qu'on appelle le troisième étage du Quai d'Orsay, la direction politique. Eh bien, c'est quand on commence à s'aligner sur la politique américaine. Et on voit un premier alignement avec le Kosovo. Kosovo, donc on est en 99, Védrine, ministre des Affaires étrangères, cohabitation, Jospin, Premier ministre, Chirac, président. Et conférence à Rambouillet, et bon, ça ne... aucun résultat, et à la fin de la conférence, je demande à Madeleine Albright, qui est donc secrétaire d'État des États-Unis, dans une salle qui était pleine comme celle-là, Madame le secrétaire d'État, si les Albanais refusent, si les Serbes refusent de signer, qu'est-ce que vous faites? Nous les bombarderons. Et si les Albanais refusent de signer, qu'est-ce que vous faites? Nous cesserons de les aider. Il y avait déjà une politique. Et là, les Français ont laissé la chose déraper vers l'intervention militaire française contre un pays, alors dont la politique pouvait tout à fait être considérée comme fautive, en Bosnie, ou ensuite à Kosovo, là, on peut discuter de la chose, mais fallait-il que des avions français bombardassent le seul pays d'Europe où, au centre de la capitale, il y a un monument à la France, n'est-ce pas ? Un pays pour lequel, quand même, la France est entrée dans la Première Guerre mondiale et a perdu la moitié de sa jeunesse. On peut peut-être réfléchir un petit peu et poursuivre la diplomatie. Mais là, nous nous sommes alignés. Assez vite, d'ailleurs, Chirac a compris. Et là, j'ai d'ailleurs joué un petit rôle parce que j'étais à Belgrade sous les bombes et j'ai appelé mon ami Villepin et il y avait un fou américain qui s'appelait Wesley Clark qui avait bombardé les ponts de Novi Sad. Novi Sad, c'est une ville au nord de la Serbie qui était d'ailleurs une ville d'opposition à Milosevic. Les pauvres, ils n'avaient rien à voir avec le Kosovo. Et le Danube est assez large. On avait détruit ces ponts. Et là, j'ai appelé... et il voulait aussi détruire les ponts de Belgrade. Et donc là, j'ai appelé Villepin et je lui ai dit, mais t'es docteur Folamour, tu les arrêtes ou pas, quoi? Et le lendemain, ça a marché. Chirac a mis son veto au bombardement des ponts de Belgrade qui étaient programmés. C'est un peu comme si on avait bombardé les ponts de Paris, l'Amérique, parce qu'elle n'était pas d'accord, l'Amérique, avec la politique anti-insurrectionnelle que menait le général Massu à la tête de la 11e DP à Alger en 1957. Donc, ça, c'est un petit peu l'apparition avec, c'est vrai, la promesse de faire le bien quand Clinton, qui au départ était un peu réticent, c'est surtout Madeleine Albright qui avait poussé à l'intervention, quand Clinton annonce l'intervention militaire, la guerre contre la Serbie, il promet un Kosovo multiethnique et pacifié. Le bonheur sur terre. Embrassons-nous, Folleville. Aujourd'hui, évidemment, mais la presse américaine ne le souligne pas souvent, le Kosovo n'est ni multiethnique, puisque tous les
Serbes et les Tziganes ont été chassés par l'assassinat et l'intimidation, et il n'est pas non plus pacifié puisque c'est devenu le plus grand hub de criminalité de l'Europe. Ensuite, nous avons eu, toujours avec Hubert Védrine, mais qui ne voulait pas trop s'exprimer. Il était un peu coincé dans cette cohabitation. Et quand je l'avais appelé, parce qu'avant d'appeler Villepin, j'avais appelé Védrine de Belgrade, et il m'avait dit, mais enfin Renaud, pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien que je suis d'accord avec toi. Il était pourtant ministre du gouvernement qui faisait cette guerre. Et ensuite, nous avons eu l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, donc il y a les attentats du 11 septembre, il y a de manière tout à fait normale et légitime Chirac qui fait jouer l'article 5 et qui propose l'aide des forces spéciales aux Américains, qui ne vont pas saisir. Rumsfeld répond par le mépris à cette offre française. Bon. Et là, les Américains vont assez bien jouer avec la CIA, c'est-à-dire qu'ils vont financer ce qu'on appelle l'Alliance du Nord. La guerre commence le 7 octobre et le 13 novembre, l'Alliance du Nord, donc aidée simplement par l'aviation américaine, mais les anciens camarades de Massoud, qui avaient été assassinés par un islamiste avant, pénètrent à Kaboul, prennent Kaboul, chassent les talibans. C'est un immense succès. Il n'y a même pas de soldats américains au sol. Et ce succès va enivrer les Occidentaux. Ils vont devenir ivres de ce succès, et c'est la réunion de décembre 2001 à Francfort, où donc Védrine représente la France. Il n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas vraiment fier de ne pas avoir délivré un point de vue différent, où les Occidentaux, enfin le monde entier même, et où les Iraniens et les Russes coopèrent complètement avec les Américains, vont décider, un programme en 3 temps, de reconstruction de l'Afghanistan, de démocratisation de l'Afghanistan et de développement économique de l'Afghanistan. C'est beau comme de l'antique. C'est beau comme du Jules Ferry. Vous vous souvenez, Jules Ferry, la mission civilisatrice de la colonisation. Et puis, on fait du sophistiqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire, simplement pour faire une élection présidentielle, on ne va pas faire comme les Américains, qui ont un système un peu fruste, qui est une élection à un tour, la présidentielle. On a fait venir un constitutionnaliste français, qui s'appelle Carcassonne. On va faire une élection en Afghanistan à 2 tours. Voilà. 2 tours qu'on n'arrivera en fait jamais à faire, mais bon, pratiquement, si vous voulez. Alors qu'on avait un système ancien, qu'on aurait très bien pu prendre, qui s'appelle la Loya Jirga, où vous avez tous les représentants des tribus, et les oulémas, 2200 personnes, qui élisent le chef, et ce qui s'est toujours fait en Afghanistan. Mais on a pensé, ivre qu'on était, on a pensé que le vote moderne, l'égalité des femmes et des hommes, tout ça, ça allait venir comme ça, comme par miracle, sur l'Afghanistan. Et nous allons progressivement, si vous voulez, accepter cette intervention militaire en Afghanistan pour les meilleures raisons du monde, évidemment. Hein. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Et la reconstruction de l'Afghanistan, elle est confiée à qui? À ce qu'on appelle les PRT, Provincial Reconstruction Teams. Les PRT qui sont donc gérés par les soldats de l'OTAN. On avait juste oublié un tout petit détail,
c'est que les Afghans, qui ont comme une certaine histoire derrière eux, ils n'aiment pas les étrangers en armes chez eux. C'est drôle, hein, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Et vous savez, je ne vais pas vous raconter la suite parce que vous l'avez suivi sur vos écrans de télévision. Mais ça, c'était juste bon. Et puis, il va y avoir le grand raidissement français, la grande leçon française du refus de l'intervention en Irak. Parce qu'en fait, Chirac sentait qu'il y avait un truc qui ne collait pas là, dans l'histoire du Kosovo. Il avait vu les suites du Kosovo, il avait vu que ce Kosovo multiethnique n'existait pas, etc. Il avait vu que l'OTAN avait été incapable de pacifier, de faire quoi que ce soit pour empêcher l'épuration ethnique. Donc Chirac était plus réticent. En plus, il avait des liens assez anciens avec l'Irak de Saddam Hussein qui remontait à 1975. Et donc, vous avez l'opposition frontale française. La France un peu seule. Les Russes ne parlent pas beaucoup. Les Allemands un peu plus que les Russes. Les Chinois se taisent, ils n'ont rien à dire. La France toute seule, qui dit aux Américains, qui leur donne un avertissement solennel devant l'histoire et devant les hommes, comme a dit Villepin, qu'ils allaient faire la plus grave erreur stratégique de leur histoire. C'était assez bien vu de Chirac et de Villepin, parce que ça a été la plus grave erreur stratégique de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis prennent pas ce conseil de manière amicale, alors qu'il était donné de manière amicale de la part de Villepin, qui avait d'ailleurs travaillé aux États-Unis comme diplomate à l'ambassade de Washington. Ils ne le prennent pas de manière amicale, puisque Condi Rice dit « Nous allons oublier la Russie, nous allons pardonner à l'Allemagne et nous allons punir la France. » Assez vite, on va s'apercevoir que assez vite, on va s'apercevoir que c'est un fiasco, et que donc les Français avaient raison. Et les Américains intelligents, très rapidement, vont le sentir. Je vais vous donner un exemple. Pour le Figaro, en janvier 2001, j'avais fait 2 grandes interviews. Un type contre l'intervention, un type pour l'intervention. Des gens connus. Alors, j'avais pris Hubert Védrine contre l'intervention. Hubert Védrine soutenait Chirac. Et puis, j'avais pris Kissinger. J'avais été voir Kissinger à New York pour l'interviewer. Et il m'avait sorti sa théorie. Alors, il voulait sans doute rester proche de W. Bush quand même, parce qu'il faisait des affaires. Et il m'a dit... c'est trop dangereux, un cocktail de terrorisme, d'armes de destruction massive, etc. Voilà. Et moi, je lui ai dit, il me donnait cette interview, il y avait un micro, et puis je lui ai dit, « You will fuck up, I saw you in Somalia. » Vous allez merder, je vous ai vu en Somalie. Il a éteint le truc. « Tell me, raconte-moi. Pourquoi est-ce qu'on a merdé en Somalie, etc. Voilà. Reviens demain me raconter. » Je l'ai vu 3 fois. Bon, mais je lui dis, voilà. Mais l'interview a été publiée, non seulement dans le Figaro, mais dans tous les journaux du monde qui l'ont repris après. Et comme il comprend les choses assez vite, Kissinger, fin mai 2001, il est passé par Paris, il m'a invité à prendre le thé au Ritz. Il m'a dit, maybe you were right, or no. Peut-être que vous aviez raison. Il avait vite compris, les Américains ont assez vite compris qu'ils avaient eu tort. Mais quant aux Français, ils ont été tellement étonnés par leur propre audace. Mais qu'avons-nous fait ? Qu'ensuite, comme pour compenser, ils ont pris des mesures néo-conservatrices.
Alors la première, c'est d'avoir accepté, la France était le seul pays qui refusait en Europe de mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Je n'ai aucune affection particulière pour le Hamas, qui est un mouvement de frères musulmans. Je n'ai aucune affection particulière pour les frères musulmans. Mais, si vous voulez prendre les choses telles qu'elles sont, comme aurait dit le général de Gaulle, eh ben le Hamas est un parti palestinien très important. Et d'ailleurs, il a gagné les seules élections qui aient été organisées sous contrôle international. Il a battu le Fatah. Donc, je pense qu'il fallait effectivement ne pas mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes, parce que si vous mettez une organisation sur la liste des organisations terroristes, après vous ne pouvez pas faire de diplomatie avec elle, vous ne pouvez pas lui parler. Comme par exemple, heureusement, nous n'avons pas mis, j'ai beaucoup battu pour ça, le Hezbollah sur la liste. Donc nous pouvons parler. Nous avons pu faire la conférence de la Celle Saint-Cloud en 2007, où le Hezbollah est venu, pour réunir les parties libanaises. Mais les Américains n'auraient pas pu le faire parce qu'ils considèrent qu'ils ont mis le Hezbollah sur une liste. Et il faut prendre les partenaires tels qu'ils sont. Le Hamas est un partenaire important. Et il faut bien voir qu'on ne fait pas de la diplomatie avec ses amis. Vous n'avez pas besoin de... Enfin, on fermerait demain notre ambassade à Copenhague, ça ne changerait strictement rien à l'amitié et aux échanges commerciaux entre la France et le Danemark. Et aux échanges politiques qui se font tous les mois à Bruxelles, de toute façon. En revanche, il faut bien sûr maintenir des relations diplomatiques avec vos rivaux, vos ennemis potentiels, les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Pas seulement les Chinois, mais les Syriens aussi. Et c'est une grave erreur néoconservatrice, morale en quelque sorte, en mars 2012, d'avoir accepté, c'est l'erreur qu'a fait Juppé, d'avoir accepté de rompre, de fermer notre ambassade à Damas, puisque en fermant notre ambassade à Damas, nous avons perdu toute capacité d'influence sur le régime syrien, sur lequel nous avions pourtant investi beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, peut-être à tort, peut-être qu'il ne fallait pas inviter sur les Champs-Élysées Bachar al-Assad au défilé en 2008. Mais nous l'avions fait. Et donc essayer de garder une capacité d'influence, ne pas tout laisser à l'Iran et à la Russie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait effectivement nos services de police, vous savez, dans les ambassades, il y avait des services importants, qui coopéraient avec, depuis longtemps d'ailleurs, avec les services de police syriens. Et quand nous avons commencé à avoir des petits ennuis de terroristes chez nous en 2014, vous vous souvenez, eh bien la DGSE a envoyé des hommes en Syrie pour essayer d'avoir des renseignements. Et là, les services syriens ont répondu, vous êtes gentils, mais d'abord, ouvrez d'abord votre ambassade. Et donc c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, le premier geste, donc ça a été le Hamas. Bien sûr qu'il faut faire de la diplomatie avec le Hamas. C'est une réalité qui compte, que nous l'aimions ou pas. Voilà. C'est comme le régime chinois. On n'est pas forcé d'aimer le régime chinois. Ben, c'est une réalité qui compte et il faut faire de la diplomatie avec le régime chinois. Et donc, ça a été la première, la première. Ensuite, il y a eu évidemment le geste par Sarkozy de réintégrer l'OTAN. L'organisation intégrée, puisque tout le monde sait que nous étions bien sûr membres de l'Alliance, que le général de Gaulle lui-même avait reconduit d'ailleurs cette alliance. Je parle de l'organisation militaire intégrée, où nous avons donné un signal de sujétion aux Américains. Moi, je suis pour être allié des Américains, je ne suis pas pour être aligné sur les Américains, de sujétion qui n'était pas nécessaire.
Et je me souviens de Karzai, même l'Afghan, qui me disait « Mais avant, vous étiez plus indépendant, là. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et alors, on a avancé, à l'époque, des raisons d'opérabilité militaire. Mais c'est faux. En Bosnie, comment nous avons arrêté la guerre en Bosnie en juillet 1995 ? C'est très simple. On a d'abord envoyé une brigade franco-anglaise à Sarajevo, qui a dit à Mladic, ça suffit. Quand les Américains ont vu que ça marchait, ils ont envoyé leur aviation. Chirac a voulu taper dès Srebrenica. Clinton lui dit, attends, on attend le prochain coup. Il y a eu le prochain coup. Et le 30 août, les Serbes ont été privés de tous leurs réseaux de communication. Et le 30 au soir, ils cédaient à Holbrooke, qui avait été envoyé à Belgrade. Et c'est ensuite les négociations de Dayton que vous connaissez, et la paix en Bosnie, une paix qui tient toujours d'ailleurs. Donc, on n'a pas besoin pour faire la guerre de l'OTAN, d'autant plus d'ailleurs que dans cette OTAN, en fait, il n'y a que deux armées qui se battent vraiment. Parce qu'il y a des armées qui ne servent pas à grand-chose. Par exemple, l'armée allemande. L'armée allemande, ça n'a pas toujours été le cas, comme vous le savez, mais surtout lorsqu'on regarde les Champs-Élysées. Mais là, elle ne sait pas tirer un coup de fusil. On l'a vu au Kosovo, par exemple, où elle a laissé brûler toutes les maisons des Serbes à Prizren. J'ai assisté à ça, personnellement. L'armée française a été plus... À Mitrovica, elle a quand même bloqué le nord de Mitrovica, l'avancée des Albanais. Et plus... en refusant, bien sûr, d'obéir aux ordres qui venaient des Américains. Et puis... moi-même en Afghanistan, parce qu'on avait donné un secteur facile aux Allemands qui étaient au nord, à Kunduz, je les ai vus ne pas secourir un de leurs compatriotes. Il y a eu à Kunduz une maison d'une organisation humanitaire qui était protégée par des, comment on appelle ça là, des gardes de sécurité, des mercenaires comme Blackwater, si vous voulez, voilà. Et parmi eux, il y avait un Allemand. D'accord, il y avait plusieurs, il y avait des Canadiens, des Écossais, voilà ça. Un Allemand. Ils étaient 5. Et cet Allemand, évidemment, était très copain de la compagnie allemande, 150 soldats allemands, qui étaient postés à 3 km de là, avec qui ils prenaient des bières, etc. Ils étaient vraiment très amis, ses amis allemands. Et là, un jour, nos amis talibans, à minuit, arrivent, voiture bélier, commencent à attaquer. Les types se battent comme des lions, très professionnels, disent aux humanitaires qu'ils protégeaient, vous montez au dernier étage de la maison, et nous, on fait la guerre, on se bat. Et, mais l'Allemand, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait, évidemment ? Il prend son portable, le portable, ça marche très bien en Afghanistan, il y a des relais partout, il appelle son pote allemand, le patron de la compagnie. On est attaqué par les talibans, venez quoi. Les types avaient 3, ils étaient 150, hein. Vous avez 3 kilomètres à faire. Ils ne sont pas venus. Ils ont envoyé un drone à 6h du matin pour voir un peu ce qui se passait. Et puis ensuite ils sont venus à 9h. Mais c'était déjà réglé puisque l'armée afghane, très tard, était intervenue à 3h. Et donc, tous les humanitaires ont été sauvés, mais les gardes de sécurité ils se sont battus superbement, mais beaucoup sont morts, 4 sur 5 sont morts, dont l'Allemand en question d'ailleurs, il est mort au combat pour faire son boulot, pour protéger. Et donc il n'en est resté plus qu'un. Pas de chance pour nos amis allemands. Celui qui restait s'est dit, bon, je vais peut-être changer de métier. Et donc il a décidé de prendre un avion qui le ramenait vers l'Europe. Un avion qui à l'époque faisait passer par Francfort. Et là, il se trouve que dans l'avion, à côté, c'était complètement hasard, il y avait un type qui était là. Ils ont commencé à parler, sympathiser. Le type était journaliste au Wall Street Journal. Chose qui arrive.
Et il m'a raconté cette histoire qui avait évidemment fait, voilà, et qui a fait ensuite un immense scandale, évidemment, en Allemagne. Vous voyez, les Hollandais, c'est la même chose. Hein. Les Hollandais à Srebrenica, ils ne sont pas capables de tirer, alors que ce sont des parachutistes, un coup de fusil le 11 juillet 1995. Donc, en fait, les armées qui sont prêtes à se battre et qui coopèrent entre elles, elles sont deux en Europe pour le moment. On espère qu'il va y en avoir plus, bien sûr, mais pour l'instant, c'est l'armée anglaise et l'armée française. Si vous avez d'autres exemples à me donner d'armées qui se sont bien battues récemment, parce que les armées polonaises, etc., qui n'étaient pas d'accord avec nous et qui ont été en Irak, elles ont pris que des boulots de logistique. Hein. Personne n'a voulu aller se battre dans le Helmand, enfin dans les régions pourries quand même. Hein, voilà. Donc la réintégration de l'OTAN. Et ensuite, nous avons un peu fonctionné dans notre affaire syrienne, donc sur des critères moraux, ça je l'ai dit, mars 2012, Bachar est méchant, donc on ne parle plus avec lui. C'est une vision morale donc, de la politique étrangère, moralisante, moraliste. Et puis, après, le président Hollande, alors après on a fait même pire, parce qu'on est devenu des supplétifs des anglo-saxons, puisque le président Hollande nous explique qu'il faut faire la guerre à Bachar. Faire la guerre, ça veut dire le remplacer, en fait. Hein. Si vous faites de la guerre à quelqu'un, c'est pas pour le laisser en place. Vous vous souvenez, c'était en septembre 2013, parce que Bachar avait franchi la ligne rouge, et donc Hollande nous dit qu'il va nous préparer à la guerre. L'armée française se prépare d'ailleurs à faire la guerre à Bachar al-Assad. Mais, et c'est là qu'on a vu qu'on était les petits supplétifs des anglo-saxons, les anglo-saxons changent d'avis. La Chambre des communes dit au gouvernement britannique « Ah non, on ne vous donne pas l'autorisation de faire la guerre. Vous nous avez fait le coup en Irak, c'est fini. » Et Barack Obama, je vais réfléchir, mon congrès. Et ensuite, humiliation pour l'allié français, il va négocier, c'est Kerry Lavrov, à Genève, sans bien sûr que la France soit même invitée. La France qui était prête à aller faire le petit supplétif en Irak. Et on apprend que les Russes et les Américains ont fait un deal sur l'enlèvement des armes chimiques de Syrie. Et bien alors là, Hollande a dit, bah non, on ne fait plus la guerre. Alors c'était à se demander si soit la guerre n'était pas motivée, si on peut changer d'avis si facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi je dis, je veux absolument faire mon footing, vous me dites, ben oui, je viens avec toi, très bien. Et puis si vous changez d'avis et que je ne le fais pas, c'est que je n'avais pas vraiment envie de faire le footing. Voilà. Ou bien on se dit, ce qui est presque pire, ah, la France ne veut pas faire la guerre seule à Bachar, alors soit que les raisons soient mauvaises, ou soit qu'elle n'ait plus les moyens de faire la guerre à une ancienne colonie. C'est grave militairement. En tout cas, dans tous les cas, la France a été évidemment ridiculisée dans cette affaire. Et c'est à cette époque, 2013 aussi, qu'on avait atteint au début de l'année le summum du néoconservatisme à la française. C'était quand nous voulions organiser une conférence, et nous avons organisé une conférence à Genève sur la Syrie, où beaucoup de pays étaient invités, dont la Norvège, je me souviens par exemple. Pourquoi pas inviter la Norvège, mais où Laurent Fabius a incité pour que l'Iran ne soit pas invité. Et là, j'ai fait une chronique extrêmement méchante. Laurent Fabius m'a invité à déjeuner, je dis, monsieur le ministre, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Vous n'avez pas la moindre chance de faire la paix en Syrie si vous n'invitez pas l'Iran. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas reçu l'ambassadeur d'Iran depuis 1 an qu'il est là. Votre boulot, c'est quand même de le recevoir. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec lui. Il a fini par le faire.
Et donc, ça a été donc le sommet. Et vous avez eu aussi, mais là on ne peut même pas parler de diplomatie vis-à-vis de la Russie, vous avez eu la politique, vous vous souvenez, puisqu'on peut en parler dans le cercle Pouchkine, de Vladimir Poutine qui devait venir inaugurer le centre culturel, la cathédrale du Pont de l'Alma, et le président de la République qui prend un petit café là, un dimanche avec 2 journalistes de la Corrèze libérée, etc. Et il dit « Oh, bah oui, je sais pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je ne saurais pas quoi lui dire. » Donc tout ça devient une dépêche de l'AFP, et Poutine, il est un peu condescendant, donc je sens que le président n'est pas très à l'aise. Et donc je reviendrai en France quand le président le sentira mieux. Il avait fait aussi une faute incroyable, Hollande, c'est que il avait refusé d'aller. Là, je me suis senti un peu, j'ai eu un peu honte personnellement en tant que Français. Il n'est pas allé aux cérémonies de la victoire du 70e, la victoire du 9 mai 1945 à Moscou, quand on se rappelle l'épopée du Normandie-Niemen, etc. Je crois qu'il a préféré faire un voyage dans les Caraïbes. Et là, on voit que le néoconservatisme, la politique moralisante avait atteint des altitudes incroyables. Parce qu'en fait, il faut dire quand même les choses comme elles sont. 85% des divisions mécanisées hitlériennes ont quand même été détruites par les Russes. Alors, mais de manière assez spectaculaire, Macron, qui avait d'ailleurs lu mon petit livre, qui s'appelle Retour au réalisme, qui s'appelle Quelle diplomatie pour la France, prendre les réalités telles qu'elles sont, va changer à 180 degrés cette politique. Première mesure, fait tout le contraire de Hollande, qu'il ne cite jamais. Vous avez vu dans ses discours, il dit « mon prédécesseur ». Le seul qui cite, c'est De Gaulle, qui a droit à un nom. Hollande, c'est « mon prédécesseur ». Il invite Poutine à Versailles. Évidemment, chacun ensuite a ses intérêts, il les exprime, etc. Il, d'ailleurs, fait un protocole de coopération, pour en parler, c'est des questions sur la Syrie. Il reprend le concept d'ennemi principal, c'est-à-dire que la France a un ennemi principal, doit donc se concentrer à le combattre, qui sont bien sûr les islamistes. Et c'est là d'ailleurs qu'il dit, sur la Syrie, il fait cette phrase qui lui a été extrêmement reprochée par toute la presse néoconservatrice et qui est importante en France, qui dit « On ne m'a pas présenté le successeur légitime de Bachar el-Assad ». Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs une doctrine que je développe dans ce petit livre, puisque je dis qu'il y aura toujours des interventions extérieures de la France, qu'on appelait des interventions d'humanité, comme avant la guerre de 14, mais j'y attache 3 conditions. Je trouve qu'un président devrait y mettre 3 conditions supplémentaires, outre bien sûr le respect du droit international, c'est-à-dire de l'aval du Conseil de sécurité. Vous voulez virer un dictateur, vous le remplacez par qui ? Très bien, vous voulez virer Bachar, vous voulez Kadhafi, vous voulez virer Saddam Hussein, vous le remplacez par qui ? Deuxièmement, vous avez dit que vous allez faire ça pour protéger les populations civiles, c'est ce que Juppé va dire en mars 2011 au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye. Êtes-vous prêt à garantir que la situation de ces populations civiles seront meilleures après votre intervention qu'avant ? C'est quand même la moindre des choses. Je suis allé plusieurs fois en Libye et en Irak après les interventions occidentales. Je n'ai pas trouvé un seul mère de famille qui ne regretta pas le système ancien. Parce qu'il y a pire que la dictature politique, il y a l'anarchie, et il y a pire que l'anarchie, il y a
la guerre civile. Et la troisième condition, pour toute intervention extérieure, virer un dictateur dans le monde arabo-musulman, c'est bien sûr de ménager les intérêts à moyen et long terme de la France. Et Kadhafi avait tous les torts du monde, mais, et d'ailleurs Macron a dit qu'il n'aurait jamais fait l'intervention en Libye, il l'a dit il y a 2 jours, là. Il y avait tous les torts du monde, il était très cruel, Kadhafi, mais il y avait 2 mérites pour nous. Il pourchassait les islamistes et il nous aidait, enfin, il attaquait, il interrompait le trafic des êtres humains, avec d'ailleurs des radars que l'Union européenne avait fournis pour pouvoir repérer les bateaux des trafiquants et les couler. Ça, c'est ce que faisait Kadhafi pour nous, dans un accord d'ailleurs avec l'Union européenne. Ce sont nos propres hélicoptères de l'intervention néoconservatrice de Sarkozy qui ont détruit ces radars que vous avez payés, mesdames et messieurs, de vos belles économies. Et puis, par cette intervention néoconservatrice, donc pour aller mettre la démocratie, M. Bernard-Henri Lévy nous avait expliqué qu'on allait installer la démocratie, n'est-ce pas, en Libye. Nous avons envoyé un signal très clair à notre ami Kim Jong-un, c'est-à-dire le dictateur nord-coréen, non, avec les Occidentaux, ne lâche jamais tes armes nucléaires. Parce que Kadhafi, qu'est-ce qu'il avait fait au début des années 2000 ? Il avait abandonné son programme nucléaire, il avait contacté les services britanniques et américains, il avait même balancé le réseau d'Abdul Qader Khan, le fondateur de la bombe atomique pakistanaise, qui trafiquait et qui vendait à qui mieux mieux des équipements nucléaires à travers la planète, notamment les centrifugeuses dont il avait volé les plans à l'usine Urenco quand il avait fait un stage au titre de la, c'est en Hollande, Urenco, au titre de la coopération. Et donc, cette intervention est typiquement une intervention néo-conservatrice. Et en réponse d'ailleurs à une question d'un étudiant africain, Macron a dit qu'il jamais il aurait fait une telle campagne militaire, parce qu'effectivement, il faut ménager les intérêts à moyen et long terme de son pays. Quand on est Premier ministre, comme Tony Blair, ou président, on sert son pays. On ne sert pas son ego. Tony Blair, c'est vrai qu'il avait tout réussi, mais il n'était pas sur Chine. Il fallait une guerre. Bah oui, mais ça a beaucoup nui au prestige de la Grande-Bretagne, cette guerre perdue en Irak. Dernière étape où très clairement les néoconservateurs, qui sont encore un peu ici et là dans l'administration française, notamment à la direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, il y en a encore quelques-uns bien sûr, mais là on voit vraiment qu'ils ont perdu, c'est quand le président Macron a reçu le président Al-Sisi d'Égypte. Et tous les journalistes se sont précipités à la conférence de presse pour que le président Macron donne une bonne petite leçon de morale à cet arabe mal élevé, puisqu'il ne respecte pas la justice, les procédures judiciaires, les droits de l'homme, etc. Et Macron, avec pas mal de courage, parce qu'il avait quand même toute la presse bien pensante en face de lui, a dit non, je ne vais pas donner la moindre leçon à M. Al-Sisi. Il a un problème de terrorisme chez lui. Chacun gère ses affaires à sa façon et vive l'amitié éternelle entre la France et l'Égypte. Et donc, je pense que c'est assez clair. Moi, je suis prêt, dans les nuances, si vous avez des questions, je pense
heureusement, nous sommes revenus aux vrais gènes de la politique étrangère de la France, qui sont bien sûr les gènes que nous a fixés le général de Gaulle quand il est revenu aux affaires. Je vous remercie.